fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. Lancement ce lundi de l'opération de vente à prix social. Ce projet s'inscrit dans le cadre du mécanisme Facilité alimentaire malienne. À suivre également dans cette édition le lancement de la vente promotionnelle des bœufs au Mali. Le coup d'envoi de cette 17e édition a été donné ce matin en commune 5 par le ministre de l'Élevage et de la Pêche. Plus de 4000 têtes de bœufs sont mises en vente cette année sur l'ensemble du territoire. Les prix varient entre 200 000 et 350 000 francs CFA. Des cultures de pommes de terre ravagées par les inondations en 3e région. On en parle avec la mission d'évaluation nationale conduite par des chercheurs de l'IER, techniciens de l'agriculture, du génie rural et de l'APECAM. Ils sont sur le terrain pour comprendre, analyser et prendre des dispositions. Ravi de vous retrouver pour la grande édition. Bonsoir, bienvenue. Le commissariat à la sécurité alimentaire a procédé ce lundi au lancement de l'opération de vente à prix social. Ce projet s'inscrit dans le cadre du mécanisme Facilité alimentaire malienne et cerise sur le gâteau. La République populaire de Chine, à travers son ambassadeur au Mali, vient de remettre au commissariat à la sécurité alimentaire un don de kits alimentaires. La valeur de ce don est estimée à plus d'1,7 milliard de francs CFA. Le point avec Abdul Karim Kaba. Cette opération concerne 600 ménages dans les districts de Bamako, soit 100 par commune. Il s'agit en clair de vendre le sac de 50 kg de riz à 13 000 francs CFA. Ainsi, les autorités de la transition contribuent à soulager les dépenses des populations. Le riz que le gouvernement et la sécurité alimentaire vont nous remettre. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Le prix que vous venez de dire aussi, nous sommes vraiment très réjouis. À 13 000 francs le sac, vraiment, nous sommes très réjouis, nous sommes très contents. Et nous voulons que ça continue. Nous ne voulons pas que ça s'arrête aujourd'hui. Ce projet innovant des autorités de la transition est à sa 2e édition. Cette année, les initiateurs comptent élargir l'opération à certaines régions du pays. Le commissariat à la sécurité alimentaire a également appuyé l'opération en mettant à disposition des ministères sectoriels et des différents gouverneurs des régions des stocks de vivres à distribuer au profit des populations cibles. Ensuite, tout au long du reste de l'année, chaque ménage identifié pourra bénéficier des ventes de 50 kg de riz ou 50 kg de mil sur une période de 3 mois de son choix. L'objectif est de couvrir 30 000 ménages sur une période allant du mois d'avril au mois de décembre. Compte tenu des résultats satisfaisants obtenus et sur instruction de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, l'opération s'étendra cette année progressivement de Bamako vers certaines régions à forte concentration urbaine. Un peu plus tôt, l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali avait remis un lot de kits alimentaires pour 500 ménages. En apportant cette aide, la Chine contribue à alléger la souffrance des populations.
par les actions d'entraide et de fraternité. Au nom de l'ambassade de Chine, je vous apporte ce don modeste pour renouveler mes vœux les plus chaleureux à nos amis maliens. La sécurité alimentaire constitue non seulement la base pour la paix et le développement. La République populaire de Chine s'est illustrée au fil des temps comme étant un partenaire stratégique de notre pays et cette aptitude s'affirme plus que jamais de nos jours, particulièrement dans le domaine de la sécurité alimentaire. La Chine apporte chaque année une aide en nature de plusieurs milliers de tonnes de riz. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, il est important de souligner ici que ce don composé de 500 kits, comprenant chacun 50 kg de riz et 5 litres d'huile, constitue un appui significatif aux efforts sans cesse déployés par les plus hautes autorités de notre pays pour atténuer les difficultés alimentaires de certains de nos compatriotes vulnérables et ou déplacés internes du fait de l'insécurité. Ce geste, combien humanitaire, est apprécié par le commissaire à la sécurité alimentaire. Selon Erdogan Ag Mohamed Ali, la donation vient soutenir les opérations des autorités de la transition en ces mois bénis de Ramadan. L'opération de vente promotionnelle des bœufs a été aussi lancée aujourd'hui au terrain Chaba de Lafiabougou, en commune 4 du district de Bamako, en présence du ministre de l'Élevage et de la Pêche. Plus de 4000 têtes de bœufs sont mises en vente cette année sur l'ensemble du territoire national, dont 2000 dans le district de Bamako. Les prix varient entre 200 000 et 350 000 francs CFA. Reportage Mamadou Fane. Le bœuf, objet de plusieurs spéculations à quelques jours de la fête, attise la convoitise des citoyens désireux d'offrir à leur famille un repas copieux le jour de la fête. Pour soulager les ménages, le gouvernement a initié depuis plusieurs années la vente promotionnelle des bœufs à la veille de chaque fête de Ramadan. Le lancement de cette 17e édition de la vente promotionnelle des bœufs est donc une occasion de mettre en relation consommateurs et éleveurs pour diminuer les charges des familles en les offrant des bœufs à moindre coût. Comme vous le constatez, vous voyez devant vous les animaux bien nourris et bien sains, qui sont de bonne qualité, et le prix varie entre la première qualité de 350 à 300 000 francs CFA, la deuxième qualité de 300 000 à 250 000 et la troisième de 250 à 200 000. Les consommateurs pourront ainsi se procurer un bœuf de leur choix. L'opération de vente promotionnelle de bovins se présente comme un véritable levier de solidarité intercommunautaire qui permet d'assurer l'approvisionnement des populations de grands centres de consommation des animaux de boucherie à des prix abordables et d'améliorer les revenus des organisations d'éleveurs et d'agro-éleveurs. Cette édition qui est placée cette année sous le thème « Accès inclusif à la viande bovine pour la fête de Ramadan » est tout à fait évocateur pour rassurer l'inclusion sociale qui favorise cette opération en dotant toutes les bourses de bœufs de boucherie à l'occasion de la fête de Ramadan. Plus de 4000 têtes de bœufs sont ainsi cédées à des prix promotionnels sur l'étendue du territoire. Dans le district de Bamako, 2000 têtes sont mises à la disposition des habitants de la capitale pour atténuer leurs souffrances. Et ce communiqué est parvenu à notre rédaction. Le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social communique en application des dispositions de la loi numéro 5040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali. La journée du mercredi 26 mars 2025, journée des martyrs, et celle du jeudi 27 mars 2025, journée de Leila Al-Qadri, sont chômés et payés sur toute l'étendue du territoire national.
11 organisations de producteurs et groupements de femmes de la région de Taoudéni viennent de bénéficier de matériel de maraîchage et d'élevage ainsi que des matériels roulants pour les CSCOM. C'est un appui du projet d'appui à la réinsertion socio-économique des populations, un projet en faveur des populations déplacées de retour et celles restées sur place qui vivent en situation de vulnérabilité avérée dans 4 cercles de la 10e région. Fousseni Samake et Yacouba Kone. Cet accompagnement du projet d'appui à la réinsertion socio-économique des populations déplacées de retour ou celles restées sur place en situation de vulnérabilité avérée comprend 10 sémoires, 10 charrues, 4 cuivres de 1000 litres, une motopompe et 8 motos. Il vise à favoriser l'insertion socio-économique de 11 organisations de producteurs et 8 groupements féminins évoluant dans les domaines du maraîchage et l'élevage dans les cercles de Achouat, Alouche, Fonalba et Bouchber dans la région de Taoudéni. Nous avons retenu 11 organisations. Parmi les 11 organisations, nous avons 7 sociétés coopératives, 3 associations et un groupement féminin. Ce sont des organisations tous qui évoluent dans le domaine du maraîchage et de l'élevage de façon générale. En ce qui concerne les motos, il faut noter que dans le cadre de la fourniture des services sociaux de base aux populations, le même projet, financé par la Banque mondiale et le gouvernement du Mali, a prévu la construction des centres de santé. Et grâce à ces matériels, on ne sera plus fatigué et on pourra bien travailler. On remercie vraiment l'ONG ASEF. On remercie les gouverneurs et on va en prendre soin. Cette initiative du Fonds de solidarité nationale en partenariat avec la Banque africaine de développement s'inscrit dans le cadre du retour et la réinsertion des personnes déplacées dans le nord et le centre du Mali. Depuis 2012 jusqu'à nos jours, un moment difficile avec nos propres moyens, mais avec tout ça, l'État est en train de faire des efforts pour qu'il puisse aider les populations. On donne les conseils à chacun, il faut vraiment qu'il doit faire des efforts. Le PARCEP a pour objectif la restauration, l'accès aux services sociaux de base et la relance économique des populations vulnérables. En 3e région, le manque d'infrastructures de drainage et de stockage adaptées, la non-maîtrise des circuits d'approvisionnement en intrants, l'organisation des acteurs de la filière pommes de terre, ce sont là quelques-unes des préoccupations recensées auprès des producteurs sinistrés de l'inondation des cultures de pommes de terre. Une mission nationale d'évaluation est sur le terrain pour comprendre, analyser et prendre des dispositions. Compte rendu, Moussokoro Sélimé et Suleiman Bamba. La filière pommes de terre de Sikasso et certains champs maraîchers ont bien tremblé suite aux fortes pluies qui se sont abattues sur la région le 10 mars. Sur les 398 hectares de pommes de terre touchés, dans une vingtaine de localités des cercles de Sikasso et de Danderesso, on évalue les premières pertes à 7164 tonnes. Et cette mission, conduite par le directeur national de l'agriculture sur instruction du ministre de tutelle, vient faire un diagnostic exhaustif des dégâts enregistrés dans le bassin de production le plus impacté sur les 5 qui compte la région et échanger avec les producteurs sur les solutions à envisager. Ils nous ont en tout cas informé que la production attendue cette année est de 400 000 tonnes de pommes de terre, sur lesquelles ils ont réalisé à plus de 90% de leurs prévisions. Et nous avons constaté effectivement que certains producteurs ont effectivement perdu et la production qui a été déjà stockée dans les zones de transit. Ensuite, les champs qui n'ont pas été récoltés aussi ont été touchés. Et nous avons constaté avec eux certains problèmes sur les infrastructures d'irrigation, notamment les micro-barrages. Nous avons aussi évoqué des problèmes d'approvisionnement en intrants. Le circuit n'est pas maîtrisé. Ils ont effectivement souligné la nécessité d'avoir en tout cas des infrastructures, des chambres froides afin de pouvoir conserver la production en attendant son écoulement sur le marché. Si cette alerte rappelle la vulnérabilité de la filière face aux caprices du climat, les producteurs attendent désormais des actions concrètes pour sauver leurs moyens de subsistance et des solutions durables pour renforcer leur résilience et prévenir de futurs incidents. La pomme de terre, c'est une filière, un produit que la production coûte très cher. Nous travaillons avec les moyens des caisses et des banques. Donc, s'il y a sinistre, donc vraiment,
c'est un grand problème. Les producteurs n'ont pas les moyens de faire face à ce crédit. Donc on attend de la mission une suite favorable de l'État. Nous allons en ce moment-là faire un rapport qui va détailler l'ensemble, en tout cas, des difficultés que nous avons recensées et que nous avons vécues avec ces producteurs. Et nous allons, au jour à venir, mettre à la disposition du gouvernement. Et ce sont, en tout cas, au plus haut niveau que les décisions seront prises. Nous avons exhorté les producteurs, l'encadrement technique, de ne ménager aucun effort pour appuyer les producteurs, compte tenu même de l'importance de la pomme de terre dans l'économie régionale et l'économie nationale. Il convient de noter que cette situation n'entame en rien les prévisions de la campagne agricole 2024-2025 qui est au-delà des attentes avec un taux de production de 102,68% selon la direction régionale de l'agriculture. Autre sujet, plus de 600 millions de francs CFA, c'est le coût du projet de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Un projet piloté par le consortium d'organisations composé de la coalition de la société civile, l'ONG ID Sahel et l'association Bembléré. Le projet est présenté aux différents acteurs de la région de Ségou pour une meilleure appropriation. Honoré Tchenou et Bassi Traoré. Pour lutter contre la corruption au Mali, la coalition des organisations de la société civile contre la corruption et la pauvreté monte sur son cheval de bataille. C'est par le biais d'un projet piloté par le consortium anticorruption dans la région de Ségou. À travers cet atelier, le projet est donc présenté aux différents acteurs pour son appropriation. La corruption dans toutes ses formes compromet nos aspirations à une société équitable et transparente. C'est pourquoi notre coalition, avec le soutien de ses partenaires, s'engage résolument à sensibiliser et à outiller les acteurs de la société civile pour qu'ils soient des vigies et des vecteurs de changement dans cette lutte essentielle. Après une présentation du consortium anticorruption, les contributions des acteurs locaux sont identifiées pour recueillir les critères et suggestions afin d'adapter le projet aux réalités régionales et locales, choses qui permettent de promouvoir la transparence et la responsabilité dans la lutte contre la corruption. Cette initiative mérite tout notre accompagnement car elle s'inscrit en droite ligne des trois principes qui guident nos relations de coopération, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et du choix des partenaires opérés par le Mali, la défense des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. Au terme des travaux, une feuille de route détaillée est établie pour le suivi au niveau de la région. Ce projet est financé par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas pour un montant de plus de 600 millions de francs CFA. Il sera exécuté dans les régions de Koulikoro, Sikasso, Ségou, Bourni et Koutchala pour une période de 12 mois. À présent, nous allons faire un tour à Kayes, puis à Douanza pour parler des rencontres avec les forces vives sur les nouvelles taxes instaurées par les autorités de transition. C'est pour une meilleure compréhension des enjeux et des objectifs de ces nouvelles taxes. Les comptes rendus de nos reporters Brahima Dao et Almouzer Alkamisa Yatara. Le gouverneur de la région de Kayes voulait, à travers cette rencontre, informer et échanger avec les populations pour qu'elles comprennent mieux la démarche entreprise par les plus hautes autorités du pays dans le but d'augmenter les recettes de l'État. Selon les chefs de l'exécutif régional, ces nouvelles taxes constitueront un fonds de soutien qui sera destiné à réaliser les infrastructures socio-économiques de base. Le fonds de soutien est destiné à apporter une contribution financière dans le cadre de la réalisation d'infrastructures socio-économiques de base afin de soutenir les actions de développement initiées par le gouvernement dans divers secteurs, notamment dans le secteur énergétique. Le paiement de ces fonds de soutien patriotique aujourd'hui consiste à anticiper sur certaines charges et éviter le pire de demain. Il faut voir ces montants prélevés comme un projet d'avenir et non comme une taxe de plus. Les populations de la Cité des Rails n'ont pas caché leur adhésion à l'initiative et ont promis de véhiculer la bonne information partout où besoin sera. Cette décision, nous l'acceptons, on ne le fait pas pour le gouvernement. Et puis, pour moi même, le gouvernement a été très précis et très clair parce qu'il pouvait le faire passer d'une autre manière. Mais ils l'ont fait en demandant l'avis de la population, en leur soumettant leur projet. Et puis, ce n'est pas leur projet, c'est notre projet.
il était nécessaire de pouvoir expliquer au moins la destination de ces fonds qui vont être récoltés, qui vont certainement servir au développement du pays. Rappelons que cette mesure prise par nos autorités n'est pas une première ni au Mali ni dans la sous-région, car aucun pays ne peut se développer sans ses propres efforts. Le principal objectif de cette rencontre était d'expliquer les raisons derrière l'instauration de ces taxes relatives à la charge téléphonique et aux transactions financières mobiles. Cette rencontre s'inscrit dans une volonté de sensibiliser la population locale et de favoriser un échange constructif sur les impacts de ces nouvelles mesures. J'invite l'ensemble de la population d'Arion de Douanza à adhérer et à soutenir les autorités de la transition dans leur engagement et détermination à faire du Mali un Mali courant, un Mali émergent, un pays respecté par tous et un pays développé par les efforts et contributions de nous-mêmes les Maliens, car la meilleure aide est celle qui vient de nous-mêmes. Les participants ont mis l'accent sur la nécessité d'accompagner cette décision. Ils ont évoqué aussi la mise en place des mécanismes de sensibilisation des populations sur ces nouvelles mesures. Mais si chacun se donne, je crois qu'il n'y aura pas de problème. Moi, je crois que si on commence dès le premier mois ou le premier semestre, on peut commencer à faire des réalisations pour que les gens qui sont aussi là, ça, puissent dire que vraiment, si on savait, on n'allait pas riposter. Les autorités locales, les forces vives, les populations ont tous allié cette initiative ici à Douanza. Je crois que tout le monde, à partir des explications, ils ont bien compris et ils sont partants. Pas d'opposition, franchement. Le message de soutien à la souveraineté nationale a été clairement exprimé lors des échanges. Les participants se sont engagés à poursuivre leurs efforts pour contribuer au bien-être de la nation. À Bamako, ouverture ce jeudi matin de la 7e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Institut Zayed des sciences économiques et juridiques de Bamako et la 20e session ordinaire du Conseil d'administration du Centre national pour la recherche scientifique et technique. C'est avec nos reporters Bokari Koulibaly et Daouda Kone. Manque de professeurs, insuffisance financière et difficile accès aux stages pour les étudiants, voilà dressés les défis auxquels est confronté l'Institut Zayed des sciences économiques et juridiques de Bamako. Malgré ces défis, des résultats encourageants ont été engrangés. Des résultats portés à la connaissance des administrateurs lors de la 7e session du conseil d'administration de l'Institut. 2024 s'est bien passé. On a pu faire tous les semestres comme il faut. Les étudiants ont validé les résultats des examens et majoritairement ils ont eu aussi leur bourse. Nous avons pu organiser les concours d'entrée à l'Institut. Et le département de l'enseignement supérieur de féliciter les prouesses des responsables de l'Institut avant de les inviter à persévérer sur cette lancée. Les défis auxquels nous faisons face aujourd'hui exigent de nous une adaptation continue. C'est pourquoi l'innovation pédagogique et l'adéquation entre nos formations et les exigences du marché du travail doivent être au cœur de nos préoccupations. Il est essentiel que nos programmes académiques évoluent pour intégrer les avancées les plus récentes dans nos domaines d'enseignement. Avec un effectif de 491 étudiants en 2024, les responsables de l'Institut Zayed nourrissent de grandes ambitions pour 2025. Cette année, nous avons élaboré un programme de cycle master en finance islamique, droit des affaires comparées et traduction spécialisée, tout en encourageant la recherche interdisciplinaire pour adopter les enjeux complexes de notre époque. Des collaborations stratégiques avec nos partenaires et le gouvernement sont également prévues afin d'assurer la pertinence et la qualité de nos formations. Au titre de l'année 2025, les dépenses prévues par l'Institut Zayed s'élèvent à 335 940 400 francs CFA, un budget jugé insuffisant compte tenu des charges de l'Institut.
Établissement public à caractère scientifique et technologique créé le 25 mars 2004, le Centre national de recherche scientifique et technologique CNRST, qui a plusieurs missions à mener, a réalisé avec brio plusieurs activités durant l'année 2024. Nous avons pu organiser 2 formations en méthodologie de la recherche et en rédaction scientifique à l'endroit des enseignants-chercheurs et du personnel d'appui des institutions d'enseignement supérieur de la recherche. Nous avons pu célébrer la journée de la Renaissance scientifique de l'Afrique, édition 2024, sur le thème « La recherche, vecteur de croissance et de stabilité ». Nous avons pu publier les actes de cette journée. Pour adapter le CNRST à un environnement institutionnel en perpétuel changement, une relecture des textes du centre est en cours. Au cours des travaux de cette 20e session du conseil d'administration, le Centre national de recherche scientifique et technologique CNRST, au-delà du point d'exécution des recommandations formulées lors de la précédente session, les administrateurs auront à examiner le rapport d'activité au titre de l'année 2024 et l'exécution de son budget. Ils pencheront aussi sur le projet de programme d'activité et de budget pour l'exercice 2025. Ce budget est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 282 982 242 francs CFA contre 322 957 029 francs CFA, soit une diminution de 12,3%. Connaissant votre capacité de résilience, je reste convaincu que les ressources publiques qui vous seront confiées seront judicieusement utilisées dans l'intérêt et pour le bonheur de la recherche dans notre pays. Rassurez-vous, chers travailleurs, que le soutien du gouvernement à travers le département ne fera pas défaut. Le CNRST, dans sa mission de promouvoir de la recherche scientifique et technologique et veille de la cohérence des projets et programmes de recherche, entend renforcer les capacités des enseignants, chercheurs et des structures en charge de la recherche scientifique en 2025. Il souhaite également accroître le niveau de production scientifique. 35e session du conseil d'administration du Laboratoire national de la santé et 6e session de l'Institut de pédagogie universitaire. Les comptes rendus de Awa Adama Koulibaly et de Fademba Keita. Au 31 décembre 2024, le Laboratoire national de la santé, LNS, premier laboratoire public accrédité aux normes ISO 17025 de l'espace UEMOA, enregistre des avancées majeures, notamment sur le plan de la protection des populations contre la consommation des produits de mauvaise qualité. 1395 échantillons de médicaments avec un taux de non-conformité de 3,7%. Concernant les aliments et boissons, 830 échantillons ont été analysés avec un taux global de non-conformité de 23,25%. Pour les eaux, 375 échantillons ont été analysés avec des taux de non-conformité divers. Malgré les difficultés liées à l'acquisition des équipements, l'approvisionnement en intrants d'analyse et le renforcement des capacités du personnel, le LNS a dépassé les 80% de réalisation. Le LNS a signalé une mobilisation du budget 2024 à hauteur de 88%, supérieure à celle de 2023 qui était de 70%, avec des dépenses de 87% supérieures à celle de 2023 qui était de 67% par rapport au crédit notifié. Le budget proposé pour 2025 est de 938 492 666 francs CFA contre 872 420 663 francs CFA en 2024. Une requête d'augmentation de 7,6% justifiée par une amélioration en vue des services offerts. Spécifiquement, à travers ce budget, le LNS veut renforcer ses acquis d'accréditation ISO 17025 et faire sa migration vers la préqualification OMS au contrôle de qualité des médicaments. Poursuivre la surveillance post-marketing basée sur le risque, réhabiliter les locaux et bâtiments du Laboratoire national de la santé conformément aux exigences de qualité, améliorer la surveillance environnementale par le contrôle de qualité des eaux au niveau d'un nombre
plus représentatif des zones d'exploitation minière. Aujourd'hui, les financements des partenaires Suède et PQM+, sont suspendus. Le Laboratoire national de la santé, avec son accréditation, espère l'accompagnement de nouveaux partenaires, en particulier les bénéficiaires principaux du Fonds mondial. La 6e session ordinaire du conseil d'administration de l'Institut de pédagogie universitaire IPU est initiée par la direction pour que ce pilier de la pédagogie universitaire, de la didactique disciplinaire et de l'ingénierie de la formation puisse continuer à jouer un rôle essentiel dans l'accompagnement des réformes en cours au sein du système d'enseignement supérieur. Malgré les difficultés financières qui entravent la bonne marche des nombreux projets et programmes, plusieurs activités sont réalisées. Principalement, nos réalisations sont dans le domaine de la formation des enseignants chercheurs et chercheurs, le renforcement des capacités en pédagogie universitaire, en didactique et en ingénierie de la formation. Les documents soumis à l'appréciation des administrateurs sont donc une piste de consolidation des acquis et d'amélioration de la gouvernance et de la structuration de l'IPU. On a mis en place un certificat qu'on appelle certificat d'aptitude professionnelle en pédagogie universitaire et en didactique. C'est de faire en sorte que désormais, toute personne qui désire enseigner à l'enseignement supérieur, que ce soit en public ou au privé, puisse passer à l'Institut de pédagogie universitaire. Au cours de cette session, nous examinerons l'ordre du jour suivant, lecture et adoption du procès verbal de la 5e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Institut de pédagogie universitaire et état d'exécution des recommandations du Conseil d'administration 2024. Présentation, discussion et adoption du rapport d'activité 2024. Présentation, discussion et adoption du rapport financier 2024 et du projet de budget 2025. Présentation, discussion et adoption du plan d'action budgétisé 2025. L'IPU, Institut de pédagogie universitaire, prépare activement un colloque international en partenariat avec le programme thématique de recherche PTR sur les langues, sociétés, culture et civilisation du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. L'événement qui se tiendra à Bamako du 21 au 25 avril 2025 portera sur le thème « Sociétés et cultures africaines à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle ». Le sourire à 2 ménages vulnérables de Sikasso dans le cadre de l'opération Sungalo Solidarité, une initiative du ministère de la Santé et du Développement social. Et c'est la ministre colonel Assa Badialo Touré qui a remis les premiers kits. C'est Koukounate Suleiman Bamba. Initiée dans le cadre de l'opération Sungalo Solidarité 2025, la présente donation du ministère de la Santé et du Développement social est destinée à 200 ménages de différentes couches et les pupilles de Sikasso. Partageons dans la communion. Ça a été lancé par le Premier ministre chef du gouvernement, le général de division Ablaye Maïga. Et on le fait. Il y a des ruptures collectives de gens. Mon département donne surtout des dons de vivres aux déplacés, aux démunis, aux personnes vulnérables. Comme on l'a vu même aujourd'hui, on en a donné aux pupilles. Mais c'est aussi le lieu pour demander à tous les Maliens d'être solidaires. Chacun a à ses côtés un voisin qui n'a pas trop les moyens. Donc ce mois béni permet à ce que chacun fasse un peu de tout pour aider, qu'on s'entraide les uns et les autres. Les kits ainsi offerts aux bénéficiaires sont composés de riz, de mil, d'huile et de pâtes alimentaires. Ce geste qui intervient au moment où les communautés musulmanes et chrétiennes observent le jeûne et le carême a un sens élevé pour les bénéficiaires. Wallahi bi ame ora mina sura be do fe me do be sura tabolo sini klela be do fe wallahi sini la tabolo mo mu yo o gele ya wuli ka banka amba fo. Je compte remercier le général d'armée Assimi Goïta pour ce noble geste envers nous. Nous nous sentons considérés. À partir de maintenant, je m'engage à travailler encore plus dur à l'école. À l'hôpital de Sikasso, pour le second acte, la ministre colonel Assa Badialo Touré a visité les unités de dialyse, le scanner flambant neuf et la table télécommandée. Des acquisitions qui viennent relever le plateau technique de l'hôpital de Sikasso. Elle a aussi participé à la séance de rupture collective de jeunes organisée par la région. Moment de communion et de prière pour le Mali.
Nous sommes à l'unité de radiologie et vous voyez, nous sommes dans la salle de scanner, un scanner flambant neuf, un scanner qui avait été tant demandé par les Sigassois, il avait fait tant de polémiques sur les réseaux sociaux. Mais dire que le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, pense à tous les Maliens, où qu'ils soient. Et c'était quelque chose qui était déjà dans le circuit. Et aujourd'hui, c'est là, ça fonctionne. Et pour le bonheur de toutes les populations de Sikasso. Et je leur demande de bien prendre soin de ce scanner parce qu'on est en train d'installer le deuxième scanner dans tous les hôpitaux et même, pourquoi pas, installer l'IRM. Auparavant, la ministre Assaba Diallo Touré avait rendu une visite de courtoisie à la notabilité qui a fait des bénédictions pour le Mali. Dans la même veine, rupture de jeûne en commune 5 avec le ministre de l'élevage et rupture de jeûne également à Kati. L'objectif est de permettre aux membres du gouvernement d'échanger directement avec la population sur les questions d'intérêt national. Kassim Diallo et Salif Ouedraogo. Le ministre de l'élevage et de la pêche a profité de cette rupture collective avec les habitants de la commune 5 pour sensibiliser les jeunes sur les dangers de la migration irrégulière. C'est le partage, c'est la solidarité entre les Maliens. Nous sommes venus au nom des plus hautes autorités pour vraiment mettre en œuvre cette initiative présidentielle pour la rupture collective dans le cadre d'une solidarité agissante. Il s'agit de renforcer l'unité, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Un acte patriotique salué par la population de la commune 5. La rupture est faite sur 3 sites au niveau de la commune 5. Donc il y a 300 par site, ça fait 900 dans la commune. Et les aider à aller à la rupture, parce que tous ceux qui n'ont pas la rupture chez eux sont là tous les jours. Nous sommes très ravis, très contentes, surtout les femmes, d'avoir organisé cette rupture collective. Cette opération Songalo Solidarité offre l'opportunité aux autorités maliennes d'être à l'écoute du Malien lambda. Dans un esprit de partage et de communion, sur l'initiative du gouvernement, le dimanche 23 mars, la population de Kati Noumourla et environ ont procédé à une rupture collective du jeûne. L'événement a réuni les fidèles musulmans, les autorités religieuses et coutumières de Kati. La cérémonie a débuté par une lecture du Saint-Coran, suivie d'une allocution de l'imam, rappelant l'essence du Ramadan, entre autres la patience, l'humilité et la maîtrise de soi. Cette initiative émane des plusieurs autorités du pays. Ça a commencé l'année dernière avec Songalo Solidarité et l'année dernière à Kati nous avons 4 sites. Donc puisque l'année dernière c'est une grande réussite au niveau de la commune urbaine de Kati, cette année encore les organisateurs ont voulu ajouter 2 autres sites, à savoir le site de Noumourila et le sud de Fraza pour compléter à 4. À travers cette rupture collective, les organisateurs ont réaffirmé le rôle des autorités à faciliter le dialogue interreligieux et surtout le renforcement des liens fraternels dans le pays. Une fois de plus, ça nous rapproche encore en tant que citoyens entre nous, dans le quartier, dans les environs, pour vraiment sympathiser et puis se connaître mieux encore. Et bon, ça ne fait que renforcer la cohésion sociale. Si nous, on s'entend ici bien entre nous, c'est qui est sûr que ça va se répartir un peu dans le pays et puis une fois de plus. La cérémonie a pris fin par des prières et des bénédictions sur le retour de la paix et de la cohésion sociale au Mali. Et dans le cadre de l'opération Ambicor Ramadan-Tour, le mouvement politique et citoyen Ambicor a procédé samedi à la distribution d'un lot de kits alimentaires. Un lot composé de riz, d'huile et de sucre destiné aux veuves des policiers tombés pour la patrie. Bokari Koulibaly a suivi pour ORTM 1. Fidèle à sa tradition, le mouvement Ambico redonne sourire et réconfort aux veuves de la police nationale. Un important lot de kits alimentaires composé de riz, d'huile et de sucre est distribué. Un geste humanitaire apprécié à sa juste valeur. Il est important de saluer et de remercier aujourd'hui le mouvement Ambico par son geste généreux et faveur de notre association en nous offrant des vivres. Nous, la symbolique va au-delà. La simple remise des kits alimentaires, c'est surtout un geste de solidarité, un geste d'entraide qui nous rappelle le Mali d'avant, qui aujourd'hui s'inscrit dans la vision des plus hautes autorités du pays pour qu'ensemble, main dans la main, nous puissions avancer pour la paix
pour le développement au Mali. Dénommée Ambiko Ramadan Tour, cette opération contribue à alléger la souffrance des plus vulnérables. Ce soir, nous sommes venus ici au GMS pour donner ces kits-là. Ce sont nos partenaires. La police, nous travaillons avec eux dans beaucoup de choses. Cette opération qui se tient pour la 4e année consécutive va s'étendre sur l'étendue du territoire national. Le Parti malien Travail et la refondation a animé ce samedi une conférence de presse sur les enjeux actuels de la vie nationale. Les débats ont essentiellement tourné autour de la gouvernance du pays dans sa globalité. Reportage Youssouf Diakité, Alkaou Traoré. Le Parti malien pour le travail et la refondation PMTR organise cette conférence de presse qui, selon ses responsables, est un cadre de réflexion sur les grandes questions de la nation, la lutte pour la sécurité, la situation sociopolitique et économique, la gouvernance dans sa globalité. En ce moment, le pays, il y a beaucoup de divergences entre nous qui se passent. Il y a beaucoup de situations qu'on traverse. Après le problème énergétique, il y a ce problème de taxation, il y a la sortie de la francophonie, il y a pas mal de choses. Alors notre parti maintenant, il est entré dans sa 3e année. Nous avons estimé qu'il était bon aujourd'hui de parler aux Maliens. Alors nous avons appelé les Maliens à l'union sacrée. Nous sommes entièrement d'accord avec le chef de l'État quand il en parle dans tous ses messages, dans tous ses discours. L'union sacrée, c'est le bonheur de ce pays. C'est seulement par là qu'on pourra atteindre l'objectif de faire un Mali où il fait bon vivre. Une opportunité pour le président du parti d'inviter le peuple malien à un sursaut national selon ses termes. Moi, j'appelle au sursaut national pour aller vers l'union sacrée, au sursaut national pour aller vers le rassemblement de tous les Maliens, au sursaut national pour bâtir notre pays, au sursaut national pour exploiter toutes les potentialités dont nous disposons, au sursaut national pour éviter que par des rumeurs, par la manipulation, on détourne la conscience de nos concitoyens. Donc au sursaut national pour construire le Mali dans l'entente entre tous les éléments de la population et entre les gouvernants et les gouvernés. Rien ne nous empêche de nous entendre si on fait ce sursaut national dans le sens positif, dans le sens de la reconstruction du Mali. Les journalistes ont posé des questions en rapport avec la situation économique actuelle du pays et surtout les taxes sur la téléphonie. En réponse, le président Baba Moulaye rassure que toute nation qui aspire à la souveraineté devrait forcément passer par ces étapes qui sont des étapes incontournables, dit-il, pour l'atteinte des objectifs recherchés. La Fédération nationale des collectifs et organisations féminines du Mali, FENACOF Mali, en collaboration avec l'organisation canadienne Journalistes pour les droits humains, viennent d'organiser une table ronde sur l'accès à la justice des survivantes de violences conjugales au Mali. L'objectif est de contribuer à l'amélioration de la prévention et la prise en charge juridique des cas de violences conjugales. Mariam Koulibaly. De 2021 à 2023, ce sont environ 16 000 cas de violences basés sur le genre qui ont été documentés au Mali, soit 1333 cas par mois, dont 96% touchent les femmes et les filles. C'est pour faire face à cette situation, avec ces chiffres jugés alarmants, que ce cadre de dialogue, d'apprentissage et de partage d'informations est initié. Cette table ronde a pour objectif de renforcer la protection des survivantes de violences conjugales au Mali. Et c'est là à travers l'assistance juridique et l'assistance judiciaire aussi. Des échanges, il ressort que les violences conjugales demeurent l'une des formes de violences basées sur le genre les plus persistantes. Cela est expliqué par les leaders du jour à travers plusieurs facteurs et inégalités socio-culturelles. La violence conjugale est une préoccupation majeure au Mali. Dans ces dernières années, avec le contexte de crise associé à l'impact de la Covid, nous constatons une évolution très négative de la situation. Les femmes au niveau de nos maisons subissent beaucoup d'atteintes liées au genre. Pour une meilleure prise en charge holistique des survivantes, il est nécessaire de renforcer la synergie entre les acteurs.
Ce partenariat est essentiel pour créer un environnement où les femmes se sentent en sécurité et soutenues dans leur quête de justice. La rencontre, animée par des spécialistes des questions de violence basées sur le genre, a permis de toucher plusieurs thématiques liées à la protection juridique des survivantes de violences conjugales. Après avoir fait un tour au service de la traumatologie du CHU de professeur Bokar Sidi Sall de Kati, ce soir, la rédaction nous amène au bloc multifonctionnel où environ 25 interventions de tout type sont effectuées par semaine. Ce bloc, avec des appareils dont il dispose, répond aux normes internationales. Les chirurgiens ont la possibilité de traiter les maladies urinaires ou gynécologiques à travers des voies naturelles sans faire une incision quelconque. Découvrons ces techniques d'intervention dans Focus Santé, une réalisation de Kumba Sissé et de Karunga Konate. C'est bien possible d'enlever les calculs rénaux sans faire de l'incision. Cette technique, appelée urétéroscopie laser, est développée à l'urologie du CHU professeur Bokar Sidi Sall de Kati. C'est au bloc multifonctionnel que tout se passe. L'urétéroscopie laser est une chirurgie qui utilise les voies naturelles, les méas urétérales et atteindre les reins sans faire une ouverture cutanée. Pour une démonstration par rapport au calcul, je vais appuyer sur la pédale. À quelques millimètres du calcul, quand on active, donc c'est une source de lumière, ça détruit complètement les calculs et ces calculs vont être éliminés dans les urines par les voies urinaires. Et la durée d'hospitalisation, c'est 24 à 48 heures. C'est vraiment une technique innovante que nous sommes en train de réaliser au CHU de Kati. Le cancer de la prostate ou de la vessie est un mal qui affecte beaucoup d'hommes. La même technique est appliquée pour faire face à ces maladies. Nous réalisons surtout l'activité endoscopique de la prostate et de la vessie, la résection transurétrale de la prostate et la résection de la tumeur de vessie que nous pouvons réaliser également sans incision cutanée. C'est les mêmes techniques d'intervention, c'est l'endoscopie. Nous arrivons à réaliser l'urétéroscopie laser sous anesthésie loco-régionale. Ça veut dire que le malade est conscient, il peut souvent lui-même suivre l'intervention sur la colonne, sur le moniteur. Côté gynécologique, certaines pathologies qui affectent les femmes sont aussi traitées par la voie naturelle avec des matériels adaptés. Pour faire une hystéroscopie diagnostique, ça veut dire pouvoir aller dans la cavité utérine, l'utérus de la femme, sans incision, en passant par les voies naturelles. Donc, à côté de cette hystéroscopie diagnostique, on a ce matériel également, qui est l'hystéroscope opératoire, qui nous permet également d'aller faire la résection des fibromes de l'utérus tant qu'on a une incision large au niveau de l'abdomen. Avec cette petite pince, on peut entrer également dans l'utérus, capter le matériel, le corps étranger qui est dans l'utérus, on le fixe et on le sort sans qu'il y ait une incision. Donc ça, c'est vraiment nouveau parce qu'avant, il fallait que les patients sortent du Mali pour bénéficier de ce genre d'intervention. Donc, en plus de ce matériel d'hystéroscopie, on a le matériel de cœlioscopie qui nous permet également d'aller dans la cavité abdominale et de traiter des adhérences, de pouvoir désobstruer les trompes utérines, de pouvoir traiter toutes les pathologies au niveau de l'appareil génital féminin sans qu'il y ait une incision large. Donc, en cardiologie, les patients qui ont une fréquence cardiaque faible sont boostés à travers l'implant de pile. Dans cette intervention, le programmateur du pacemaker, un nouvel appareil, guide les chirurgiens dans l'opération. Vous avez un appareil qu'on appelle un programmateur de pacemaker. Les personnes ont l'électricité du cœur qui faiblit, donc on doit mettre une pile. Voici une pile qui est là. Ça, c'est une pile. C'est un exemple de pile. Et il y a la sonde qui va avec. C'est cette sonde-là qui part dans le cœur et qui sera connectée après à la pile.
Donc, cet appareil permet de contrôler et puis également, lors de la procédure de l'intervention, cet appareil nous sert à tester les fils. Les praticiens de ce bloc multifonctionnel ainsi que la direction se disent fiers de l'avoir équipé, car selon eux, il répond non seulement aux normes internationales, mais aussi aux attentes des populations. En moyenne, on fait 25 interventions par semaine sans les urgences chirurgicales. Donc c'est un bloc moderne qui répond à toutes les normes internationales en matière de bloc. Et c'est là, par le système d'aération, nous avons une unité à flux laminaire qui permet de traiter l'air et de rendre le champ opératoire stérile. Nous avons aussi des lampes cialytiques munies de caméras qui permettent de filmer l'intervention. Cela est très important dans la formation des apprenants. Le nombre de personnes étant limité au bloc, ça nous permet de connecter nos salles de staff et du coup, ces apprenants peuvent rester sur place et suivre les interventions en direct. Avant l'acquisition des infrastructures et ces équipements, toutes les interventions étaient réalisées avec de grandes incisions, ce qui demandait un séjour hospitalier très long, souvent très douloureux, et le coût revenait très cher. Mais il faut savoir, avec l'acquisition des équipements et des infrastructures, aujourd'hui, Cathy dispose au total de 9 blocs opératoires, ce qui permet de faire la prise en charge de plusieurs patients nécessitant la chirurgie avec une grande précision. Il est important de noter que ces équipements que nous venons de voir ont été acquis grâce à l'effort de l'État malien. Tout a été pris en charge sur le dos du budget malien. C'est le lieu de remercier nos plus hautes autorités, en l'occurrence le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, et Madame le ministre de la Santé, qui ont tout mis en œuvre pour que ce projet soit une réalité. Au CHU, professeur Bokar Sidissal de Kati, les chirurgiens sont tous motivés à travers l'acquisition de ces nouveaux matériels. Matériels qui leur permettent de faire plusieurs interventions, qu'elles soient mini-invasives, par voie naturelle ou maxillofaciale. Ce dernier est une spécialité qui prend en charge les traumatismes du visage et du bucco-dentaire. Et nous allons d'abord à New York en marge de la réunion sur la condition de la femme. La ministre de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille a rencontré la diaspora malienne et l'association des femmes de l'AES des États-Unis. Elle était accompagnée par l'ambassadeur représentant permanent du Mali auprès de l'ONU, de celui du Burkina Faso et du chargé d'affaires du Niger. Au cours de la rencontre, elle a rappelé aux femmes l'importance de leur implication au processus de développement de nos États voulus par les autorités des 3 États. À leur tour, les femmes de l'association ont remercié la ministre qui, malgré son agenda chargé, a tenu à les rencontrer et échanger des nouvelles du pays. Elles se disent engagées à travers leur association à accompagner les autorités de l'AES pour une sécurité et un développement durable des populations du Sahel. En visite au Niger, dans le cadre de la coopération bilatérale entre le Niger et la Russie, le moufti de la Fédération de Russie et Cheikh Djibril Soumaïla Karanta ont animé une conférence de presse. Il s'est agi pour les 2 responsables religieux d'évoquer des questions relatives à la pratique de la religion, mieux prier pour les autorités des 2 pays afin qu'ils poursuivent leur mission. Compte rendu Pascal Sissou Gauthier et Mahamadou Adamou. La coopération entre le Niger et la Russie ne cesse de s'élargir davantage, et ce dans tous les domaines. En effet, le grand moufti Ravil Hazrat Genouddin, membre du Conseil des ulémas de l'administration spirituelle des musulmans de la Fédération de Russie, était ce 23 mars 2025 l'hôte du président de l'Association islamique du Niger. Conjointement, ils ont animé une conférence de presse qui s'est apaisantie sur la religion
et sur les relations bilatérales entre les deux pays. Des points pertinents, des similitudes, notamment la sécurité, afin de triompher sur l'ennemi. Cette visite, justement, s'inscrit dans la parfaite ligne de nos deux autorités, à savoir le président du CNSP, le chef de l'État, son Excellence Abdourahmane Chani, et le président de la Fédération de Russie, son Excellence Vladimir Poutine, pour nouer des liens déjà établis, pour les renforcer davantage et pour en tout cas aller vers le développement d'une coopération bilatérale dans tous les domaines, donc y compris le domaine religieux. Donc c'est ce qui explique un peu la visite de ce moufti-là. Et également, il a émis le souhait en tout cas de voir se développer cette coopération-là à divers niveaux. Également dans le domaine académique, au niveau des échanges en tout cas entre le Conseil islamique de la Fédération de Russie et les autorités religieuses de ce pays-là. Depuis son arrivée, il a eu à participer ce matin au lancement du concours du meilleur muezzin au niveau national. Très satisfait de fouler le sol nigérien, cette visite du grand moufti témoigne encore la parfaite collaboration des deux peuples. La Russie sera toujours disponible d'être aux côtés du Niger. En rappel, le pays de Vladimir Poutine compte plus de 25 millions de musulmans. Ce 19 mars, la ligne haute tension sur la nationale 1 a connu des dommages après un vent violent provoquant la chute de plusieurs poteaux électriques. Une situation désagréable qui a plongé plusieurs localités dans le noir sur l'axe est en passe d'être réglée avec la mise en place de plusieurs équipes de la Sonabel, Lamine Karantao et Moumouni Baro. Aux environs de Boni, à une dizaine de kilomètres de la ville de Houndé, la ligne haute tension sur la route nationale numéro 1 a subi des dégâts suite à un orage dans la soirée du 19 mars 2025. Conséquence, 15 poteaux électriques endommagés sur une distance de 2 km, privant donc plusieurs localités de l'électricité dans la province de Tuy. Depuis avant-hier, suite à une pluie accompagnée de vents violents, une ligne est tombée avec 15 supports. Et il s'agit de la ligne quittant le poste de pas pour alimenter la ville de Boni, de Houndé et une vingtaine de villages environnants. À l'heure actuelle, nous pensons qu'avant la tombée de la nuit, nous allons pouvoir remettre le courant pour le bonheur des populations. Plusieurs équipes de la Sonabel, venues de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso et de Houndé, sont à pied d'œuvre pour rétablir au plus vite l'électricité dans les zones concernées. Selon le premier responsable de la nationale d'électricité à Houndé, tout était mis en œuvre pour fournir l'électricité au foyer le plus tôt possible. Mais c'était sans compter sur l'état rocailleux du terrain. Quand on a commencé le travail, on a constaté que le terrain était très difficile. Peut-être même que c'est ça qui a causé même les problèmes, parce qu'on a remarqué que les supports, la profondeur était pas suffisante, et c'est vu le caractère même du terrain que ça a été comme ça. Donc on a même procédé à une petite modification de la ligne. Si vous avez remarqué, on a dû renforcer l'envergure même des supports pour augmenter les chances. Émile Sawadogo, secrétaire général de la Sonabel, rassure les populations affectées que toutes les dispositions sont prises pour l'avancée rapide des travaux. Il dit compter sur l'indulgence des populations pour ces désagréments constatés.
Et du sport football pour terminer, les Aigles du Mali trébuchent à nouveau et compromettent leurs chances de qualification au Mondial 2026. Un match comptant pour la 6e journée du groupe I cet après-midi à Casablanca. Les Aigles ont été tenus en échec 0-0 par la Centrafrique. Avec 9 points à 4 journées de la fin de ces éliminatoires, les Aigles ne sont plus maîtres de leur destin. Le résumé de ce match avec nos envoyés spéciaux, Fotiki Tunkara et Tchedje Moussa Kamara. Fragilisés par la précarité des résultats dans un groupe qui n'est pourtant pas hors de leur portée, les Aigles devaient absolument gagner ce lundi pour garder leur chance en main. Face aux fauves de Bazou Bangui de la Centrafrique au compte de la 6e journée du groupe I des éliminatoires du Mondial 2026 au stade Larbi Zaouli de Casablanca, les Aigles ont à nouveau déchanté avec un nul frustrant 0-0 aux arrière-goûts de défaite. Après une première période hermétiquement fermée par les Centrafricains, ce qui n'a d'ailleurs pas permis aux Maliens de dérouler leur jeu, les choses se sont peu à peu débridées en seconde période avec des Aigles ultra dominataires dans le jeu. Domination assortie de 8 corners contre 0, mais toutefois est restée stérile jusqu'à la fin du match, soldé par le nul blanc 0-0. Je suis content avec mon équipe. Je pense que les joueurs ont fait tout pour la victoire. Sur mon deuxième mi-temps, on a joué power play, on a joué aux côtés du Centrafrique tout le temps. J'ai pas le chiffre de position de ballon, j'ai pas le chiffre de tir au but, mais on a tout le temps pour essayer de créer les occasions, beaucoup de centres, des actions dans les 16 mètres, de tirs au but avec la tête, mais on n'a pas marqué et c'est vraiment dommage. On est un peu déçus, mais par rapport aux résultats. Mais on a tout donné, on a très très bien joué, mais ça ne suffit pas. Et voilà, aujourd'hui la chance, elle n'était pas de notre côté. Tous les points aussi c'est important. Le match nul c'est mieux que défaite aussi. Et voilà, on est concentré, on est conscient de la situation. Et voilà, on sait qu'il y a d'autres matchs à venir. On ne va pas baisser les bras, on va se battre jusqu'au bout. Avec ces tristes nuls, les Aigles du Mali, qui ne sont plus maîtres de leur destin, compriment sérieusement leurs chances de qualification à la Coupe du Monde 2026. Et avant de vous dire au revoir, permettez-nous de revenir sur ce communiqué. Le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social communique en application des dispositions de la loi numéro 5040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali. La journée du mercredi 26 mars 2025, journée des martyrs, et celle du jeudi 27 mars 2025, journée de Laylat al-Qadr, sont chômées et payées sur toute l'étendue du territoire national. C'est tout donc pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.